Bonjour à tous. Je- On va commencer la présentation d'aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Julie Guichard, conseillère en formation et développement professionnel chez Geniam 360. Au nom de l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur la déconstruction et le réemploi des matériaux. Le webinaire d'aujourd'hui est en prémisse de notre événement annuel. Euh, qui aura lieu le 30 mars prochain sur la thématique de l'économie circulaire et de l'environnement bâti. Aussi, dans la même vague que le webinaire de ce midi, on vous offre une activité le 28 février qui portera sur l'application de l'intelligence artificielle dans la gestion éco-énergétique des bâtiments. Et le lundi 6 mars, ce sera en fait l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'application des principes d'économie circulaire dans des projets de construction au Québec. Je vous invite donc à consulter notre site Internet pour en savoir plus sur cette journée événement ainsi que sur les 2 webinaires à venir à la section Rencontre de génie. Avant de céder la parole à notre conférencière d'aujourd'hui, Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, je tiens à remercier notre commanditaire d'aujourd'hui, Desjardins. Tout au long de la présentation de Nathalie, vous pourrez partager vos questions dans le chat. On pourra ensuite les communiquer à Nathalie à la fin de sa présentation pour la période de questions. Sans plus tarder, je passe la parole à Nathalie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je pense que ça va. On voit bien. Oui, c'est parfait, Nathalie. Merci. Merci. Alors, merci d'abord à vous pour l'invitation. Donc, c'est bien apprécié. Je trouve ça fort sympathique. Et ça nous donne l'occasion donc de présenter un peu la démarche qu'on a fait, soit le projet pilote de déconstruction de bâtiments menant vers le réemploi pour en finir avec la démolition. Bon, on est un peu ambitieux, mais il faut frapper fort. Alors, je vais juste fermer les boîtes. Donc, oui, alors la régie, c'est qui, c'est quoi et c'est où? La régie, donc, ce sont 2 partenaires municipaux qui sont la MRC du Rocher-Percé et la ville de Gaspé. Ça représente à peu près 30 quelques mille de population, 32 000 de population. En fait, la régie, nous, on s'occupe principalement de tout ce qui est matières résiduelles. On est propriétaire opérateur du centre de tri des matières recyclables, à peu près 4 300 tonnes. D'un site d'enfouissement technique, 20 000 tonnes à peu près, du site de compostage, à peu près 4 000 tonnes aussi. On opère en fait des écocentres, puis on est responsable de la destinée des matières valorisables. On est gestionnaire du contrat de collecte et transport. Sachez que chez nous, tous les bacs sont équipés de puces électroniques. Puis en 2024, normalement, là, la tarification incitative va être en déploiement. En fait, on gère là, tous les types de clientèle, notamment les institutions de commerce et industrie. On a des agents verts sur le terrain. On a rédigé et on déploie le plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR. Et toute autre tâche connexe qui touche de près ou de loin à la gestion de matières résiduelles. On est situé en Gaspésie, donc pour ceux qui connaissent moins, c'est comme au bout du Québec, à 800 km de la ville de Québec. Et puis, vous êtes bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Une bien belle région. Donc, voilà. Alors, le projet pilote, 3 signes nous ont guidés vers ce projet pilote-là. D'abord et avant tout, il faut savoir que le secteur de la construction génère plus de 3,5 millions de tonnes de matières qualifiées de matières issues du milieu de la construction, innovation, démolition. Puis, il y a quand même une faible portion de ces matières-là qui sont recyclées ou valorisées. Le secteur de la construction là, était le 4e secteur là, du Québec au niveau de l'activité économique là, avec 7,7 du PIB. Donc, c'est quand même un secteur important en proportion.
Les villes gaspésiennes de Chandler et Grande-Rivière voulaient initier des projets de démolition de bâtiments. Mais quand j'ai eu vent, parce que chez nous, on est au courant de tout, là, donc quand j'ai eu vent de ces projets-là, j'ai dit, pourquoi arrêter ça? Non, 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 on fera pas de démolition pure et simple. On pourrait peut-être y aller vers une déconstruction, puis essayer de favoriser le réemploi, parce que, by the way, dans le plan de gestion qu'on avait adopté, c'était notre vedette pour les prochaines années, le réemploi. Il faut savoir que chez nous, l'enfouissement coûte quand même assez cher, très cher. Cette année, on va être à 170 la tonne ou à peu près. Et le Québec, en même temps, en parallèle, donc le Québec vit déjà une grande réflexion quant à l'économie circulaire, là, sur toutes ses facettes, là. Et je ne sais pas si vous connaissez le laboratoire d'accélération circulaire pour le secteur de la construction, qui est animé par le CIRIEC, mais je vous invite honnêtement peut-être à aller prendre connaissance de ce qui se fait là-dessus. C'est fort intéressant. Il y a une grande réflexion là, dans ce secteur-là actuellement avec toutes les sphères des parties prenantes là, qui collaborent à cette réflexion-là. Donc, c'était pour nous 3 signes qui encourageaient notre projet pilote ou qui soutenaient le projet pilote. Alors, dans le domaine de la construction, rénovation, démolition, les pratiques sont pas très adaptées au principe de l'économie circulaire. Hein. On a une approche très, il faut que ça aille vite, faut qu'on passe à un autre chantier, donc ça se bouscule. Alors, on constate que quand même les matériaux sont consommés de façon très rapide et souvent comme une ressource à usage unique. Le bois, particulièrement là, qui constitue quand même une proportion importante des matériaux qui sont générés. Alors, est-ce qu'on pourrait prolonger la durée de vie de ces ressources-là par le réemploi? Et nous, c'était notre question de base qui nous a animés dans la tenue de ce projet-là. En réalisant le projet pilote, on développe donc un processus de déconstruction efficace qui va mener vers le réemploi avec des outils d'aide à la décision qu'on va tester live ou qu'on a testé live sur le terrain parce que, évidemment, pour convaincre, c'est ça que ça prend. Là, si vous faites affaire avec des donneurs d'ouvrages municipaux notamment et des entrepreneurs, eux, ils ont besoin de voir et de s'assurer que c'est pas irréaliste ce qu'on est en train de demander. Donc, en gros, c'est quoi ou juste le projet? On avait 2 sites. On avait des bâtiments sur les 2 sites. Un premier bâtiment qui était à Chandler, puis un autre site qui était à Grande-Rivière. Grande-Rivière, on avait plus qu'un bâtiment, par contre. Et ce qu'on voulait, c'était déconstruire, mais avec une approche un peu plus manuelle pour privilégier le réemploi, puis éviter même la transformation, la valorisation, qui est quand même pas pire, qui est mieux que l'enfouissement, mais quand même, si on pouvait agir en amont, c'était le but du projet. Tout au long du projet, nous, notre but, c'était de documenter, mais vraiment toutes les phases du projet, que ce soit au niveau technique, administratif, environnemental, donc tous les aspects, essayer d'identifier les enjeux, les risques, les parties prenantes, les grands questionnements, les doutes. Alors, on a noté à peu près tout ce qui était possible de noter pour qu'au final, on puisse développer une boîte à outils qui comprendrait des registres, des clauses techniques, une cartographie du processus qui pourrait favoriser la transférabilité concrète ailleurs au sein des autres municipalités du Québec. Mais je dis municipalité ici parce que la cartographie qu'on a développée, c'est vraiment, il y a des éléments qui sont vraiment associés aux municipalités, mais ça pourrait aussi se reproduire dans des milieux plus industriels ou au niveau privé sans problème. Donc, le but du projet, c'était vraiment ça. Beaucoup de gens impliqués. Et heureusement, parce que tout seul, en fait, ça n'aurait pas la même crédibilité. Mais donc, la régie, nous, on était maître d'œuvre, multitask, parce que honnêtement, on a touché à tout, là. C'était peut-être un peu too much, mais quand même, on est une petite organisation, donc il fallait vraiment qu'on soit très versatile. On a eu 2 entrepreneurs impliqués, des entrepreneurs qui étaient craqués, honnêtement, là.
je vous partage une anecdote. Donc, un entrepreneur MFT Fils, là, où c'est une entreprise un peu familiale, et le père était plus ou moins partant. Là, il trouvait ça un petit peu trop ésotérique là, comme projet. Et le fils a dit non, 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 je m'en occupe, va prendre une marche, c'est mon projet, puis j'y crois, bon, etc. Donc, ça prend vraiment, tu sais, on était chanceux, on a eu des entrepreneurs vraiment qui étaient très investis. Les villes de Chandler, de Grande-Rivière aussi, qui ont répondu, OK, présent, Nathalie, on va y aller dans ce projet-là, puis ça nous tente. Puis honnêtement, il y a une phrase qu'ils ont dit, que j'ai retenue, ils ont dit, on est rendu là. Alors, ça tombait vraiment bien, puis la collaboration a été impeccable. Le CERIEC, l'équipe de recherche de l'ETS, donc de l'École de technologie supérieure. En fait, moi, je les ai appelés un petit peu mes étincelles. Donc, ils ont beaucoup inspiré toute la partie réflexion, la partie cartographie, la partie un peu plus structurée. Moi, je suis plus une fille de terrain, mais ils m'ont ramené sur le droit chemin sur certains aspects. Donc, c'est une réflexion un peu plus organisée. Ils ont poussé les questionnements. Alors, je les salue. Je suis bien contente d'avoir travaillé avec eux. Hélène Gervais de Recyc Québec, c'est un petit peu une personne avec qui j'ai pu challenger certaines idées, donc à savoir, tu sais, est-ce que j'adresse ces questionnements-là de façon adéquate donc c'est un petit peu mon ange ici là, que j'avais tout à côté, et un partenaire financier qui est important pour nous parce que c'était vraiment un projet pilote là, où on testait vraiment très large. Donc, l'AFCN, donc, qui je pense, assez connu de un peu tout le monde. Alors oui, c'est ça, dans quel bateau on s'est embarqué, mais honnêtement, c'était fort agréable. Ça s'est super bien passé comme projet. Premier site, donc l'ancienne quincaillerie à Grande-Rivière, vraiment une structure principalement de bois avec un parement extérieur en tôle, une toiture aussi, là, donc en tôle. 4 bâtiments, je vous ai mis les dimensions ici. C'est un site parfait pour une déconstruction parce qu'on savait qu'il y avait un potentiel de réemploi vraiment important. On avait de l'espace autour, on avait un terrain adjacent où on pouvait venir déposer nos matériaux. Donc, c'est un site parfait. Les conditions donc du contrat en soi, là, du mandat. Donc, on a eu 28 jours de déconstruction qui ont ciblé principalement 3 bâtiments. On a commencé, ça s'est fait en phase. Hein, on a commencé par un ménage intérieur. On a sorti toutes les matières qu'on pouvait trouver là. C'était surtout beaucoup de matières recyclables, beaucoup des matériaux qui n'avaient pas été vendus, donc qu'on a mis de côté, nous, puis qu'on a proposé au réemploi par la suite. On a enlevé les fenêtres, les portes par la suite. Puis là, on a commencé à défaire la toiture, donc on a enlevé le revêtement extérieur. Et après ça, en partant de la toiture, avec donc les murs et les planchers, ben là, on y allait par section. Alors, ils coupaient des sections, puis il allait déposer ces sections-là dans l'aire de conditionnement ou de démantèlement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. L'équipe, c'était un contremaître, 4 journaliers, un ciseau-lift, un Skytrack, puis on avait une équipe de conditionnement, là, 2 personnes. En gros, tu sais, ils enlèvent les clous, ils défaisaient les sections pour les ramener, si vous voulez, en pièces uniques. Donc, en 2x4, en 2x6, en 2x8, etc. Ils classaient par catégorie. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passait au niveau du conditionnement. Les résultats, jusqu'à présent, là, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il nous reste un bâtiment à déconstruire, mais ça représentait un 30 tonnes à l'enfouissement, à peu près 27 tonnes, donc qui ont été valorisées à l'éco-centre là, avec des matières là, qui n'étaient pas possibles, donc de destiner au réemploi. Puis à peu près 80% estimé au réemploi. Ça, c'était le premier bémol, hein, parce que c'est difficile d'évaluer en quantité en poids, en fait, la quantité là, qui transite vers le réemploi, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas tout peser, mais on estime à peu près, là, quand on regarde en volume, là, ça donne à peu près la proportion. Les grands constats, ben d'abord, la formation de départ, c'est super important de clarifier la notion la notion de matière. Là. Pour eux, là, c'était il y en avait beaucoup, en tout cas, dans les employés. Là, juste les matières recyclables, c'était même pas clair qu'est-ce qui était recyclable, pas recyclable. Eux sont habitués on prend les matériaux, puis on installe, on installe les matériaux, puis on se pose pas trop de questions. Donc, on a passé du temps là-dessus, puis ça a été bénéfique parce que
après, il se posait les bonnes questions, puis il avait le réflexe de déposer donc les matériaux au bon endroit. L'entrepreneur et ses employés qui doivent s'adapter rapidement donc à la nouvelle approche. Puis déjà, la deuxième semaine, là, c'était pour eux, là, c'était un petit peu plus intrinsèque là, dans leur façon de travailler. Il y avait le réflexe de se poser les bonnes questions, de faire attention aussi au niveau santé-sécurité, de procéder dans la bonne séquence au niveau de la déconstruction pour optimiser l'utilisation le réemploi des matériaux. Bref, j'ai constaté quand même que c'était assez rapide comme intégration. Le contremaître, il faut qu'il soit présent, par contre, parce que des fois, ils peuvent perdre le focus, puis justement se poser peut-être un petit peu trop de questions. Donc, la présence du contremaître était quand même importante, mais aussi pour documenter. Moi, je n'avais un qui il est super bon, là, Maxime, mais c'est pas son activité favorite là, de prendre des notes, et ça, c'est un élément donc qu'il faut considérer aussi dans l'équation. Mais alors, donc, pour éviter la perte de données, c'est important que le contremaître soit présent. Puis, on a eu un espace disponible là, qui nous a permis d'optimiser le conditionnement sur ce site-là. Le deuxième site, c'est un ancien bistrot à Chandler. C'était un bâtiment, on n'avait pas beaucoup d'espace de travail autour, et même, je vous dirais, pire que ça, c'est que le terrain autour appartenait même pas à la ville. Donc, il a fallu négocier donc pour pouvoir circuler autour avec la machinerie. Il y avait de multiples matériaux, ce qui est assez habituel, des bâtiments qu'il faut déconstruire ou démolir initialement. Et c'est un bâtiment qui avait été abandonné donc pendant 10 ans, là, un genre de condo à pigeons, là, vous voyez l'image. Alors, évidemment, quand tu te mets à jouer dans ce type de bâtiment-là, ben, tu as des surprises qui peuvent être plus ou moins agréables. Alors, des conditions au niveau de ce site-là, ben, on a d'abord réalisé un 10 jours de déconstruction. On a commencé par un ménage sommaire à l'intérieur, sommaire étant des endroits où on avait accès de façon sécuritaire. Après ça, on a procédé au déshabillage, un peu comme on avait fait à Grande-Rivière. On a priorisé la devanture parce que, évidemment, il y avait des fils d'Hydro-Québec qui passaient là, et il a fallu quand même sécuriser ça, puis ça inquiétait, c'était la partie qui inquiétait le plus l'entrepreneur, donc on a vraiment débuté par cette partie-là. Puis, il y avait un mur, une section de mur là, qui était composée d'amiante, donc il a fallu appliquer toute la démarche de santé-sécurité pour défaire ou démanteler cette partie-là qui était évidemment dirigée à l'enfouissement. Puis après ça, ben, ils ont commencé par la toiture et ils ont séparé toutes les matières là, qui étaient capables d'aller chercher au niveau du réemploi pour les destiner vers l'espace de réemploi. Un contremaître, 4 journaliers, encore une fois, un ciseau-lift, un Skytrack, c'est à peu près les équipements qui ont été utilisés. Puis quand ils ont atteint le maximum de potentiel au niveau du réemploi, là, on a embarqué avec l'équipe de démolition. Donc, c'est un 5 jours avec une pelle, un opérateur, un journalier, un contremaître. Et puis, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démoli à la pelle là, comme l'approche classique. Donc, les résultats, on a eu un 155 tonnes qui était dirigé vers la valorisation, un 47 tonnes qui était dirigé à l'enfouissement, puis un 9 tonnes au réemploi. Le réemploi, dans ce cas-là, c'était vraiment un projet avec un réemploi ciblé et dirigé vers un utilisateur là, qu'on avait déjà identifié, qui était une ancienne école bon, qui devient une école de permaculture. On lui a fait donc directement don des matériaux pour favoriser leurs travaux de rénovation, là, principalement extérieure. Donc, les premiers constats, tu sais, qu'un bâtiment abandonné, là, ça limite quand même le potentiel de réemploi, là, et aussi la motivation des employés. Ils étaient déçus, tu sais, dans le sens où ils avaient commencé par le site de Grande-Rivière, là, ils étaient gonflés à bloc. Là, quand ils sont arrivés là, ils ont dit, oh boy, c'est pas mal moins intéressant. Et si, tu sais, pour nous, là, évidemment, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on broie le bois et le bardeau, donc avec la pelle, ça faisait en charpie, ils appelaient ça en charpie. Là. Et nous, on a pu le destiner par la filière de valorisation, mais ça ne veut pas dire que ça se fait ça dans tous les sites. Et si c'est pas le cas, ben à ce moment-là, ça devient de la matière qui n'est pas valorisée, de 155 tonnes, mais qui aurait plutôt été enfouie. Et ben, l'espace
espace limité, là, ça demande vraiment une vigilance accrue au niveau de la circulation, de la CNSST. Puis bon, nous autres, en plus, c'est une petite ville, donc tout le monde s'arrêtait pour poser des questions à Maxime, puis dire, ah oui, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Donc, tu sais, il y a un genre d'attroupement qui se crée, là, donc mais ça faisait une petite activité locale, là, c'est peut-être pas mauvais. Alors, je reviens au site de Grande-Rivière, donc qui avait là où on a décidé nous de procéder à de la vente de matériaux suivant la déconstruction, le conditionnement. Donc on a procédé à des annonces, mais ça, etc. On a tenu un 4 jours, donc 2 samedis, dimanches là. On a eu 88 acheteurs, plus de 1800 items vendus, 10 000 de vente avec une grille tarifaire. Là, je vous dis, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur les sites puis de vente de matériaux, puis grosso modo, là, on a mis ça à 50% du marché. Bon, évidemment, les gens recherchaient beaucoup les 2x4, 2x6, contreplaqué, de la tôle. Mais il y en a qui ont acheté là, toutes sortes de matériaux. Il y en a qui ont acheté des bouts de plancher qu'on n'avait pas conditionnés. C'est-à-dire que c'était vraiment des sections de plancher. Puis ils sont partis avec les sections de plancher parce que là, ça pouvait lui faire un plancher direct dans le camp de chasse, là. Donc, on a eu toutes sortes de types de demandes. Les gens fort sympathiques d'ailleurs, très contents de cette initiative-là. Ils sont revenus. Il y en a qui revenaient à tout bout de champ. Là, ils allaient au guichet automatique puis ils revenaient pour acheter d'autres matières. Donc, c'était vraiment rigolo parce que, bon, des fois, la femme était peut-être pas toujours d'accord avec les projets du mari, mais ça, c'est un autre débat. Alors, pour les coûts, là, très important là, de noter la petite bulle en haut, là, prenez pas ça pour du cash, c'est préliminaire, mais jusqu'à présent, donc le cumul, là, on a cumulé toutes les dépenses possibles qu'on avait générées dans le cadre du projet. On est allé faire je dirais une comparaison si on avait eu une approche plus de démolition. Donc, le premier site de Grande-Rivière, donc où on a eu quand même 80% de réemploi estimé, on arrive à des coûts à peu près kiff-kiff, des dépenses kiff-kiff. Évidemment, il faut tenir compte du conditionnement puis du revenu associé. Et on est dans un contexte chez nous, là, comme je vous dis, là, à ce moment-là, c'était 145 $ là, la gestion juste la portion de traitement, là, mais quand on regarde le coût total de collecte, transport des conteneurs et enfouissement, mais c'est un coût de revient qui est à 270 la tonne, mais c'est non négligeable. Si on regarde la partie valorisation, on est à 65 $ la tonne juste pour le traitement à l'écocentre, mais si on prend toutes les dépenses confondues, on est à 190 chez nous. Donc, voilà, ça ressemble un peu à ça au niveau des coûts, là, au niveau du site numéro 1. Le site numéro 2 est un petit peu plus encourageant parce que on se rend compte en faisant cette comparaison-là que quand même, on a eu seulement 4% de réemploi, mais on a quand même, ça a généré quand même une petite économie, bien une économie petite, 15%, c'est quand même pas pire, mais considérant qu'on est quand même dans une approche un peu estimée, donc j'essaie d'être conservatrice. Alors, en privilégiant donc cette approche-là, même si ça demandait un petit peu plus de temps, un petit peu plus de main-d'œuvre, on a quand même une économie qui est générée dans le contexte de ces travaux-là. Alors, les premiers constats du projet pilote, d'abord, c'est que les donneurs d'ouvrages sont prêts, mais ils ont besoin d'outils, de résultats, de conclusions, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être vraiment accompagnés dans cette démarche-là. Et même si dans leur valeur profonde, ils disaient oui, Nathalie, c'est une maudite bonne idée, mais là, le processus d'appel d'offres, on est-tu capable de respecter ça? On est-tu capable de respecter tous les paramètres qui viennent encadrer ou guider là, la vie quotidienne du milieu municipal? Donc, ils ont besoin de convaincre le conseil, alors puis s'assurer qu'ils vont avoir aussi des entreprises qui vont soumissionner. Donc, je pense que la boîte à outils va être fort intéressante pour les donneurs d'ouvrage. L'entrepreneur, lui, il veut voir pour le croire, c'est clair. Mais une fois qu'il a vu, il est quand même vendu. Et ça, pour moi, c'était l'élément que je craignais le plus dans le cadre du projet.
Puis j'étais vraiment contente de voir qu'il contribuait aussi à trouver des solutions. Entre autres, pour le conditionnement, c'est venu de sa propre initiative en disant, regarde, Nathalie, moi, si je fais le conditionnement là, à 78$ de l'heure, là, ça ne marchera pas, mais on pourrait peut-être s'associer à des organismes du milieu. Peut-être que vous pourriez recruter du monde, puis ils pourraient s'installer là, puis je pourrais les former, le conditionnement. Donc, ça, c'était un constat fort intéressant du projet. La formation des employés sur les matières et leur potentiel, c'est un vide à combler. Et dès le jour 1, évidemment, là, au niveau du projet, là, ça c'est très, très clair. Il faut venir clarifier ces éléments-là dès le départ. Mais aussi dans le système, dans le milieu. C'est-à-dire que quand je parlais là, avec certaines associations, moi, ce que je comprenais, c'est qu'au niveau de la déconstruction, il n'y a pas beaucoup de formation très avancée de ce côté-là, le réemploi, le souci de considérer les matières comme des ressources. Donc, il y a peut-être un bout à faire de ce côté-là là, dans notre structure d'apprentissage au Québec. Le conditionnement des matières, évidemment, un incontournable. Et plutôt que trop tard, nous, on a commencé à peu près la 2e semaine, mais idéalement, il faudrait qu'on soit prêt et installé, dès le jour 1, en parallèle, donc des équipes. Ça serait beaucoup plus fonctionnel, il y aurait moins de manipulation de matière d'un côté comme de l'autre. On a déplacé bien des piles, là, je vous dirais, mais évidemment, c'est un incontournable. La démolition n'a plus sa place. Ça, c'est un consensus qui se dégage au niveau municipal chez nous parce que on est propriétaire de toutes les installations, on voit l'impact, on voit que le site d'enfouissement se remplit quand même rapidement et le coût est quand même important. Donc, chez nous, ça a du sens et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de chemin à faire pour convaincre tout le monde d'adopter une démarche différente au niveau des appels d'offres. Mais je pense qu'au Québec, on n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez vu passer le bilan de Recycle Québec, mais il y a encore quand même 3,5 millions là, qui sont dirigés en tout cas, vers soit la valorisation ou l'enfouissement. Puis l'approche principale qui est encore mise en place, c'est souvent encore la démolition. Économiquement, c'est avantageux, c'est-à-dire si l'enfouissement coûte cher, je pense que ça peut aider. J'ai débuté le challenge là, de scénario, puis chez nous, en tout cas, il y a un peu de marge de manœuvre, mais je peux comprendre que dans des communautés là, où l'enfouissement coûte pas très cher, ça va prendre certainement une efficacité supplémentaire au niveau de l'approche des constructions là, pour être capable de venir je dirais, équivaloir à l'option démolition. Un gestionnaire d'expérience fait la différence. Bon, là, je ne veux pas m'envoyer de fleurs, mais j'ai quand même 25 ans en arrière de la cravate au niveau du chantier. Et ça fait la différence en le sens où l'entrepreneur, quand il t'appelle et qu'il dit non, là, ça ne marchera pas, là, puis là, il faut que tu viennes. Okay? Alors, tu sais qu'il y a des questions, puis tu sais qu'il faut que tu répondes, puis il faut que tu répondes comme là. C'est pas dans une demi-heure, parce que là, son équipe attend, puis il est nerveux. Alors, ça fait la différence. Puis il faut être présent. Puis c'est plus une interaction. On travaille en équipe. Moi, je travaille en équipe avec. Là, oui, j'ai un contrat, mais je vais chercher toute la marge de manœuvre que je suis capable d'aller chercher dans le contrat. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ça. C'est ce que j'ai remarqué. Fait que, tu sais, on s'est posé la question au début, là, bon, c'est bien beau, la déconstruction vers le réemploi, c'est une fausse bonne idée. Donc, c'était toujours un petit peu en filigrane derrière là, pendant la réalisation du projet pilote. Mais quand j'ai posé la question à la fin à l'entrepreneur, il m'a dit, non, Nathalie, franchement, moi, là, je veux continuer là-dedans, puis je vais aller donner des conférences ailleurs au Québec. Puis non, il est motivé, là, tu sais. Alors, nous, le projet pilote, il va se terminer là, avec la livraison du rapport puis de la boîte à outils à l'hiver 2023. L'hiver 2023, je pense que ça finit, l'hiver, c'est ce qu'on appelle, ce qui finit peut-être le 31 mars. En tout cas, soyez patients parce qu'on n'a pas encore là, réalisé la boîte, mais on met tout en œuvre là, pour être capable de faire ça rapidement. Qu'est-ce qu'elle va contenir, en fait, cette boîte à outils-là? On donne un petit avant-goût. À gauche, la cartographie. J'imagine bien que vous n'êtes pas capable de voir ce qui est écrit là, dans les petits post-it, là. Mais il y aura certainement accès là, à cette cartographie-là. Vous serez capable d'aller voir tout ce que ça représente. Mais en gros, c'est un genre de checklist imagée des étapes à réaliser dans le cadre d'un tel projet par partie prenante. Donc, les différentes lignes, là, c'est une partie prenante par ligne.
Alors, la boîte va contenir, bien évidemment, la cartographie, les références qui ont découlé de la revue littérature, parce qu'il y a eu toute une revue littérature qui a été réalisée par l'équipe de l'ETS dans le cadre du projet. Des tableaux budgétaires interactifs, là, où on va pouvoir peut-être, comme je disais, peut-être venir simuler des scénarios économiques. Des clauses de devis suggérées, j'ai trouvé qu'on n'était pas très riche de ce côté-là. Puis, écoutez, je ne dis pas que les clauses qu'on va proposer seront impeccables, mais à cet effet-là, je pense qu'on peut tous contribuer là, à peut-être revoir notre approche au niveau des clauses des devis à cet effet-là. Des outils de communication, il y aura différents exemples d'affiches, de fiches matières, en fait, tous les outils qui peuvent nous servir là, quand vient le temps de diffuser au fil du projet toutes les étapes de communication. Le questionnaire pour l'entrepreneur. Moi, j'ai passé le questionnaire au début du projet, puis 3 semaines après. L'entrepreneur et les employés, parce que je voulais comprendre, est-ce qu'il avait évolué à travers ce projet-là. Et ça, c'est vraiment le fun réaliser ce questionnaire-là. Là. Il y a un employé qui me disait, là, tu sais, jour 1, je t'ai vu arriver avec ton affaire, j'ai rien dit, mais j'y croyais pas trop. Mais sais-tu que non, ça marche, puis je pourrais faire ça aussi chez nous. Puis, donc, tu sais, je vois que même les employés ont cheminé à travers ce processus-là, puis ce sont nos meilleurs vendeurs, hein, c'est les autres qui sont sur le terrain. Des modèles de registre, grille tarifaire, registre de vente, cahier de formation aussi pour l'équipe et autres parties impliquées. Donc, on va proposer un format de cahier de formation, mais qui pourra évidemment être évolutif avec le temps. Il va y avoir une matrice aussi, tous les enjeux, les solutions, les questions, les défis qu'on a rencontrés. On vient présenter ça là, dans un beau tableau. Puis en même temps, c'est ça, un projet. Hein? C'est donc c'est d'être capable de dire, ben oui, on a frappé ce mur-là, puis voici ce qu'on a trouvé comme solution, ou peut-être qu'on n'a pas trouvé de solution au final, pour certains, peut-être 1 ou 2 points. Et une liste de recommandations, bien sûr. Alors, comment le secteur de l'ingénierie peut contribuer? Bon, là, écoutez, là, je me partage ça, mais de façon bien humble. Alors, mais à mon avis, l'avenir de la déconstruction puis du réemploi, c'est indissociable de votre communauté parce que, d'abord et avant tout, c'est vous qui êtes aux premières loges au niveau du contact avec les donneurs d'ouvrages. Puis, quelque part, il faut les encourager. Ils ont besoin d'être rassurés par, évidemment, hein, leur firme, leur service professionnel. Alors, il faut les encourager à aller vers là et puis peut-être de foncer des fois, puis d'oser aussi un petit peu. En intégrant aussi toute clause qui pourrait nous approcher, en fait, de cette pratique-là. Donc, ce sera peut-être pas toujours parfait, mais à tout le moins, on peut promouvoir la déconstruction et le réemploi, bien entendu. Puis ça se fait déjà, là. On n'a rien inventé, mais je pense que le constat, c'est qu'il faut peut-être qu'on pèse un petit peu plus fort sur ce bouton-là. En proposant une équipe pour accompagner aussi les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrages, comme je disais, là, cette relation-là d'équipier un petit peu plus sur le terrain, j'ai vu que c'était gagnant, là, où ça rassurait l'entrepreneur. Et en soutenant cette approche-là par vos questionnements, votre expertise, c'est certain que je pense qu'on pourrait améliorer là, ce qui est ressorti de notre projet. Alors, en conclusion, donc la déconstruction qui mène au réemploi, ça a de l'avenir. Je pense que ça a de l'avenir. Si on change notre approche en amont, juste notre perception par rapport aux ressources, donc aux matières, puis ça prend nécessairement un engagement des donneurs d'ouvrage, bien entendu. Si on travaille en collaboration avec l'entrepreneur, puis que à mon avis, c'est un incontournable. Et si on donne de la valeur, évidemment, donc à la ressource qui compose les matières, que nous, on appelle communément des matières résiduelles ici, mais les matières résiduelles, ce sont d'abord les matériaux. Les matériaux, ce sont avant tout des ressources et des matières premières. Alors voilà, ça termine ma présentation. Je pense avoir respecté le temps qu'on m'avait imparti. Merci beaucoup, Nathalie. Tu as très bien fait ça. C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'il te reste une diapo où tu présentes tes coordonnées, peut-être? Ben oui, c'est vrai. Tiens, s'il y a des gens qui veulent m'appeler, m'écrire,
Ça me fait toujours Parfait. plaisir. De toute façon, j'ai partagé la présentation dans le chat, donc les participants peuvent se la procurer. On a quelques questions pour toi, Nathalie, qui ont été partagées par les personnes présentes. La première question, dans ce projet, lors des opérations de déconstruction, quelles ont été les mesures qui ont été prises pour isoler et éliminer les matériaux toxiques pour éviter les contaminations de sol, nappes phréatiques et environnement en général? Ben, je vous dirais qu'il n'y a pas, au niveau des sols, honnêtement, parce qu'on était sur des sites que la municipalité devait retravailler de toute façon, là, mais si je regarde le site de Grande-Rivière, on est resté pas mal toujours dans la zone où il y avait la fondation, là. Ce qu'ils ont fait, c'est que, puis c'est un site où il y avait de l'amiante, là, comme je dis, donc ils ont vraiment circonscrit cette zone-là pour essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et quand, au fur et à mesure qu'on procédait, là, tu sais, je vous disais, hein, c'est un condo à pigeons, là, vous savez ce que ça peut supposer. Donc, aussitôt qu'ils ont pu avoir accès aux zones, aux planchers, entre autres, là, où il y avait des accumulations, ben, tout de suite, ils sont allés chercher cette matière-là pour la déposer donc au conteneur à déchets. Je dirais qu'ils ont essayé de gérer ça au fur et à mesure. Il n'y a pas eu de... Puis à la fin des deux terrains, donc il y a eu à la fin des sols, donc il y a une partie de sol là, qui a été dirigée, là, qui a été réutilisée par ou dirigée par les membres d'honneur d'ouvrage, donc les deux municipalités là, qui avaient déjà figuré, parce que nous, on se rendait juste au bâtiment, on s'occupait pas de la fondation et des sols. Donc, je sais qu'eux ont repris ces sols-là, puis ont fait, bon, s'il y avait des échantillonnages à faire, ils ont procédé. Donc, je ne peux pas en dire plus pour des sols, mais voici comment on a procédé au niveau de la déconstruction. Merci beaucoup. La deuxième question est la suivante. Quand vous parlez de 80% en réemploi, c'est une estimation de 80 par rapport aux tonnes valorisées et le reste allait-il dans des centres de tri? Non, le 80 là, on a figuré un nombre de conteneurs total qui aurait été, tu sais, l'entrepreneur a dit, hey, ici, là, il va sortir tant de conteneurs. Okay? Donc, je ne me rappelle plus le nombre qu'il avait dit. Et quand on regarde toutes les matières qu'on a accumulées sur le site, donc on vient un peu confirmer ça. Donc, en volume, ça représentait ben, volume, mais là, on vient faire une conversion parce que les conteneurs qui ont été dirigés vers la valorisation, donc souvent, c'était du bois qu'on ne pouvait pas réutiliser ou qui n'était pas destiné au réemploi. Ces conteneurs-là pesaient en moyenne 3 tonnes, si je me rappelle bien. Donc, à peu près 3 tonnes, 3-4 tonnes. Donc, ce qui me reste à faire comme exercice, justement, c'est de convertir la portion volume, le 80% volume, essayer de le convertir en quantité. Donc, mais c'est un peu comme ça qu'on l'a regardé. On l'a regardé en proportion volume. 80% de ce que générait le site, la déconstruction du site, est resté sur le site pour le réemploi. Donc, c'est plus pour le moment, plus une approche un peu volume, là, mais qu'on va convertir en quantité. Donc, c'est pas parfait, là. Je sais que ça peut irriter des ingénieurs parce que là, la donnée n'est pas parfaite, là, mais c'est le petit bout qui nous reste à faire. Donc, c'est plus en proportion de volume. Merci pour ta réponse. La prochaine question. L'échéancier de départ prenait en compte les facteurs énoncés vu que c'était un projet pilote. Si oui, quelle est la différence entre le comparatif en termes de temps entre la déconstruction usuelle et celle avec votre procédé? Bon, premièrement, notre échéancier a même été devancé là, parce que l'entrepreneur a trois éléments. D'abord, on n'a pas suivi une séquence très... des fois, on a une séquence fixe. On est allé en appel d'offres, on a un échéancier plus ferme, plus cadré, plus restrictif. Donc, on n'a pas eu à suivre ça parce qu'on a fait du gré à gré. Donc, ça nous a donné un coup de main. En plus, on a devancé notre échéancier parce que l'entrepreneur, finalement, il y a eu une fenêtre d'opportunité. Puis là, il m'a appelé et il dit, Nathalie, si tu es prête à commencer lundi, ça serait super. Donc, ça m'a un petit peu pris au dépourvu, mais on l'a pris. Puis en plus, on était très chanceux parce qu'il a fait super beau.
Puis quand on regarde, quand je pars des évaluations des entrepreneurs, puis j'ai eu une évaluation avant qu'on fasse le chantier et après le chantier. Et quand il me disait, prenons par exemple le site de Chandler, il m'avait dit, on en a au moins pour, si on démolit, là, mettons qu'on démolit, là, on a facile là, pour 15 jours. T'sais. Et là, ça a pris une vingtaine de jours. Donc, c'est à peu près un 20 à 25 de plus si on fait de la construction dirigée vers le réemploi. Là, moi c'est ce que j'en comprends, là. Donc, au niveau du temps de l'entrepreneur, là, c'est à peu près ça, un 20 à 25 de plus de temps. Merci beaucoup. La prochaine question, quels étaient les principaux challenges avec Environnement Canada et le ministère de l'Environnement du Québec pour ce projet? On n'a pas eu, parce que, Environnement Canada, on n'a pas eu mis à part la demande de soutien financier qu'on a fait, puis que des délais interminables, là, c'est clairement pas arrimé avec le terrain. En tout cas, ça doit être c'est un autre enjeu qu'il faut adresser éventuellement. Mais on n'a pas eu, il n'y a pas eu d'enjeu côté Environnement Canada. Au niveau du ministère de l'Environnement, je voudrais qu'on n'a pas eu d'enjeu non plus dans le sens où l'entrepreneur, lui, a fait ses démarches. Tu sais, il a avisé qui de droit, qui devait, puis les municipalités aussi. Donc, ils ont transmis leur avis. Moi, j'ai pas eu d'appel, pas eu de visite, pas eu de demande. Évidemment, il n'y a pas eu de certificat d'autorisation, là, si la question vise ça. Là. Donc, on était dans un cadre de projet pilote où on gérait l'ensemble des matières résiduelles. Donc, est-ce qu'on aurait dû, c'est une bonne question aussi, est-ce qu'on aurait dû peut-être forcer le questionnement auprès du ministère? Puis ça fait partie notamment là, des points justement qu'on garde, nous, est-ce qu'on doit aller un peu plus loin dans la réflexion avec le ministère par rapport, entre autres, aux RAFI ou les règlements en cours là, actuellement? Je sais pas, il faudrait peut-être pousser ce questionnement-là. Mais nous, on n'a pas eu d'enjeu. Peut-être qu'on était trop rapide. La question suivante relève toujours du niveau politique. Là. Quel est votre impact au niveau des partis politiques au Québec pour faire changer les règles sur le domaine de la construction? Hey, là, vous me tentez, là. Parce que, en fait, ça, c'est le genre de combat que j'aime bien livrer. Et ça fait longtemps là, que c'est ça, que je pousse sur certains messages. Là. Je dis souvent la blague que je pense qu'il y a certains fonctionnaires qui ont ma photo avec des fléchettes parce qu'ils n'en peuvent plus m'entendre, mais il y a un combat à mener ici, mais il y a un combat coordonné. C'est-à-dire que je pense que les bilans parlent d'eux-mêmes. On est dans un type de société là, où on a la vie facile, on a de l'espace, des sites d'enfouissement, l'eau, c'est gratos ou à peu près. Donc, on n'a pas connaissance des manques. Et, et l'idée, je pense qu'il faut faire accélérer les processus de réflexion, simplifier les démarches administratives, donc qui n'en peuvent plus s'accumuler. Donc, il y a plusieurs enjeux de ce côté-là et qu'il faut absolument adresser au niveau politique. Je pense que la fenêtre va être superbe avec des résultats de ce genre-là. Je pense que le CIRIEC aussi va être un bon véhicule parce que leur laboratoire va dresser de façon très large plusieurs enjeux du milieu de la construction, rénovation, démolition. Je pense qu'on va avoir un beau cahier une belle liste de demandes au gouvernement à déposer et qui va être soutenue, je pense, par beaucoup de concret. Et ce projet-là va y contribuer un petit peu. Là, je ne vous dis pas que ça va se faire à partir de l'effort d'une seule personne, mais clairement qu'on a une belle fenêtre ici, puis c'est à nous d'attaquer. Là, et je ferai partie de cette équipée, je dirais. C'est un beau combat. Oui, c'est ça. La prochaine question, pour le réemploi, prenez-vous en compte les possibles frais pour le rafraîchissement des matériaux réutilisés dans d'autres projets?
prenez-vous en compte les frais? Ah, que, par exemple, si les matériaux arrivent chez un autre utilisateur et que lui doit, après ça, peut-être les retravailler. Non, honnêtement, on n'a pas fait ça. Par contre, je pourrais peut-être le documenter parce que on a fait un don de matériaux donc à l'école de permaculture. C'est une bonne question, puis je pense que je vais le noter, puis peut-être pousser cet aspect-là. Euh, à première vue, quand j'étais allée au tout début là, des démarches de réemploi, puis il y avait vraiment, là, il avait pris les 2x4, il avait posé 2x4. Donc, tu sais, c'était parce que déjà, c'est comme ça qu'on leur déposait, tu sais, qu'on leur transmettait les matières. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais une photo avec un conteneur où il y avait de la brique, là, mais la brique n'était pas toute nettoyée. Hein, donc, alors peut-être que ça, c'est une question qui s'adresse peut-être à cette portion-là. C'est une bonne question, mais on n'a pas pris en compte. Je fais des longues réponses, mais OK, c'est bon. C'est très bien. L'essentiel, c'est d'y répondre. En tout cas, si vous avez d'autres questions, les participants, n'hésitez surtout pas à les partager. On a encore un peu de temps. La prochaine question, sur le plan réglementaire, avez-vous l'intention d'adopter des dispositions entourant ce nouveau paradigme? Oui, ça fait partie de. Ben oui, je dis oui. On va faire la recommandation à tout le moins parce que nous, dans les conclusions, les grandes conclusions, je pense que l'une des premières conclusions qui va être déposée et qui va faire sous forme de recommandation aux élus et donneurs d'ouvrages ici, euh, ben, c'est que maintenant, la démolition ne soit même plus une avenue au niveau des appels d'offres. Donc, et c'est en phase avec notre PGMR. Puis moi, je rappelle souvent, on essaie d'être cohérent, tu sais, dans la vie. Donc, peut-être puis vous m'avez dit vous-même qu'on était rendu là. Alors, je suis vraiment contente de vous fournir des arguments pour arriver là. Bon, c'est sûr que nous, on est une petite communauté, c'est-à-dire, tu sais, on est en région. Tu sais, je pense qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre. On n'est pas, tu sais, on n'agit pas là, sur des territoires là, où il y a des enjeux de taille et de densité. Donc, c'est peut-être plus facile pour nous, mais clairement que moi, ça fait partie de l'agenda dès que le rapport est déposé, c'est la première recommandation qui ressort de là. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Y a-t-il eu des enjeux de décontamination inhérents aux déjections de pigeons avant de permettre la déconstruction pour les travailleurs? Ça n'a pas été fait avant. En fait, nous, on avait dit à l'entrepreneur, tu nous proposes ton calendrier ton calendrier d'intervention. Eux, à tous les jours, ils s'habillaient, là, donc s'il y avait à circuler à l'intérieur, donc ils s'habillaient là, complètement, mais ils n'ont pas circulé beaucoup à l'intérieur, finalement, en tout cas, quelques jours. Puis quelques jours, c'était entrée-sortie. Mais c'est vrai qu'à la fin, il a dit non, vraiment, à refaire, je ferais pas ça de cette façon-là. On n'a pas aimé ça. On n'a vraiment pas aimé. Les employés n'ont pas aimé là, avoir à gérer cet univers-là, là, donc cet environnement-là, où il y avait vraiment beaucoup de contamination par les pigeons. Et c'est pour ça que j'ai mis sur une de mes diapos les bâtiments abandonnés. Je dirais que, c'est vrai, je ne l'ai pas inscrit là-dessus, mais probablement dans les premières recommandations qui vont être déposées, c'est d'inviter les municipalités à ne plus tolérer de bâtiments abandonnés sur une trop longue période. Ce bâtiment-là, ça faisait 10 ans, donc tu viens éliminer toute possibilité d'utiliser adéquatement les matières qui vont sortir de là, donc les matériaux qui vont sortir de là. Donc, de tolérer des bâtiments à l'abandon pendant plusieurs années, surtout quand ils sont partiellement ouverts, il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Donc, il y a des enjeux de santé-sécurité, des enjeux de réutilisation de matériaux, des enjeux de coûts aussi. Alors, ça fait partie des recommandations qu'on émet pour les donneurs d'ouvrage. Merci beaucoup. La valorisation comprend-elle la valorisation thermique dans votre cas? Connaissez-vous la destination ultime des matières? Question intéressante. En parallèle, parce que tu sais, j'avais du temps la nuit entre minuit et 4 heures du matin, j'ai participé à un projet de traçabilité en même temps. Donc, qui est aussi un projet pilote qui était mené par Stratzer, soutenu par Recyc Québec.
Alors, ce qu'on a fait, c'est que tous les matériaux, donc tous les conteneurs, là, il y avait tout un processus de traçabilité. Donc, il part de tel endroit, il s'en va à tel endroit. Donc, oui, là, il est accepté à tel endroit avec tel bon de livraison. Donc, on a mené cette traçabilité-là au niveau des conteneurs. Maintenant, on n'a pas fait la traçabilité des matières en soi, c'est-à-dire euh, de voir, par exemple, les citoyens qui sont venus acheter des matériaux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces matériaux-là. Donc, moi, j'ai noté, j'ai un registre où j'ai le nom, les coordonnées de tous les acheteurs des matériaux et aussi qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quel usage ils voulaient faire avec ces matériaux-là. Et puis, mais j'ai pas été plus loin au niveau de la traçabilité. Est-ce que je réponds à la question? Je pense qu'on saura me le dire. J'imagine que la personne D'accord, qui l'a posé pourrait te répondre, mais d'accord. à date, ça a l'air que ça a répondu à la question. Avez-vous procédé à un diagnostic préliminaire des matériaux issus des sites énumérés? Oui, de deux façons et de façon très imparfaite aussi. Alors, et ça fait partie en plus de justement de la cartographie corrigée. Donc, c'est-à-dire pour le premier site qui est le site à Chandler, le bistrot, lui, il y avait déjà une étude qui avait été menée donc par une firme qui avait fait c'était pas une on fait des fois des phases 2 de site, là, ça semblait justement un rapport de phase 2 quasiment, là, phase 1, phase 2. Là. Il avait fait toute une analyse du bâtiment et du site. Alors, il y avait déjà ce rapport-là qui nous a aidé à évaluer de façon, je dirais, sommaire les quantités qui allaient être générées au niveau en matière résiduelle. Puis honnêtement, on ne s'est pas trop planté. L'entrepreneur m'avait donné un estimé, j'avais fait un estimé, on est arrivé de façon globale. Côté Grande-Rivière, on a fait une évaluation encore une fois. Ah oui, on pense qu'on va avoir à peu près telle proportion en bois, telle proportion en métal, telle proportion. Bon, mais on n'avait pas fait un inventaire systématique de composantes on avait toutes les catégories de matières anticipées, mais on n'avait pas de quantité évaluée. Et ça fait partie des éléments que le projet pilote a démontré. Si on était capable de raffiner cet inventaire-là en amont, c'est sûr que ça aiderait à mieux planifier, mais d'un autre côté, toute une job à faire, je vous dirais, parce que c'est fermé, là, il y a des murs fermés, le plafond est fermé, tu n'as pas accès partout. Puis là, quand tu ouvres, tu dis OK, finalement, il y avait ça ici. Donc, alors, c'est assez difficile de mener un inventaire complet en quantité, mais en catégorie de matière, on était assez juste. Merci. On a fait pas mal le tour des questions qui ont été partagées dans le chat. Est-ce que quelqu'un aurait une question à partager avant de passer à la conclusion? Parfait. Donc, merci infiniment, Nathalie, pour cette intervention très intéressante et très complète. Merci aussi à nos participants d'y avoir pris part et à notre commanditaire d'aujourd'hui. Avant de vous laisser partir, j'ai quelques annonces à faire. La première, c'est par rapport au sondage de satisfaction. Vous allez recevoir par courriel dans les prochaines minutes un lien qui vous permet d'accéder à ce sondage. C'est important pour nous d'avoir de l'information par rapport à vos commentaires pour nous améliorer pour des prochaines expériences de ce type. Vous avez aussi le lien qui vous est partagé dans le chat. Alors, si vous avez quelques minutes d'ores et déjà, n'hésitez pas à le compléter. Aussi, le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré, donc on va vous envoyer un courriel dans les prochains jours avec un lien vous permettant de réécouter la vidéo du webinaire si vous avez raté certaines informations ou si vous voulez réentendre le tout. Enfin, je vous invite de nouveau à visiter notre site internet à la section Rencontre de génie pour en apprendre plus sur notre événement d'une journée complète autour de l'économie circulaire et de l'environnement bâti qui aura lieu le 30 mars prochain.
si la question de la déconstruction vous intéresse, il y a du contenu par rapport à ça. Alors, je vous invite à aller consulter le tout.